L'UFC a une longue histoire de conflits ouverts avec ses combattants. Dans un milieu aussi chargé en émotions et aux enjeux si personnels, ce n'est pas très surprenant que les esprits s'échauffent et que certaines relations dépassent ce qui est acceptable. Le président de l'UFC Dana White n'est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche, ou même pour être très juste avec ses athlètes. Comme souvent, c'est l'argent qui parle et on ne compte plus les exemples de gymnastique morale du patron de l'UFC. Un combattant averti en vaut deux, n'importe qui peut se retrouver du mauvais côté d'une décision commerciale ou d'une explosion d'ego de Dana White. L'histoire est pleine de ces exemples, mais parfois, ce qui ne semble être qu'une décision marketing est en réalité un manque de respect pur et dur, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen, et voilà 10 moments où l'UFC a complètement manqué de respect à l'un de ses combattants. Numéro 10, Nate Diaz et l'UFC 230. La relation entre Nate Diaz et l'UFC est pour ainsi dire plutôt houleuse. Même si les deux parties se sont apparemment quittées en plutôt bon terme après l'UFC 279, il y a eu une sacrée panoplie de moments très tendus entre le natif de Stockton et Dana White. C'est d'ailleurs une tradition familiale, car le patron de l'UFC a aussi connu son lot de problématiques avec Nick. À l'occasion du 25e anniversaire de la promotion, l'UFC tient une conférence de presse extraordinaire à Los Angeles. Elle a pour objectif de présenter les combats importants à venir pour la fin de l'année, et il y a une foule de légendes présentes ce soir-là. Parmi elles, Dustin Poirier et Nate Diaz qui sont programmés au Madison Square Garden pour le main event de l'UFC 230. C'est un combat de retour pour Nate qui n'avait pas remis les gants depuis sa défaite controversée contre Conor McGregor. Cette absence avait d'ailleurs mis en lumière la relation complexe qu'il entretient avec l'UFC. Évidemment, il est une méga star et ce combat est largement le plus attendu de la fin de l'année. D'ailleurs, c'est l'événement principal de cette conférence de presse, ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait, y compris Nate. Alors que les combattants répondent aux questions des journalistes, Dana annonce qu'il a une dernière surprise pour le public. La surprise en question étant la vidéo d'annonce du combat entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov. S'estimant relayé à un second plan par la promotion, Nate quitte la conférence de presse et il se retire de son affrontement contre Dustin Poirier. Il citera plus tard l'irrespect que lui a témoigné la promotion comme la raison de l'annulation du combat et il faudra 1 an de plus pour le revoir dans l'octogone. Numéro 9, Tyron Woodley. C'est difficile de résumer la situation de Tyron Woodley à un moment précis, donc comptez cette entrée comme une qui témoigne de l'ensemble de sa carrière. Tyron Woodley et Dana White ne s'aiment pas, et leur relation s'est dégradée tout au long du règne de l'ancien champion des poids welter. Il s'est toujours plaint du manque de mise en avant et de publicité de la promotion, et pour le coup, c'est un petit peu difficile de lui donner tort. Dana a passé l'entièreté du règne de T-Wood à le critiquer pour son inactivité et pour son style de combat. Un contraste saisissant avec le traitement qu'a reçu Robbie Lawler juste avant, qui sortait, il faut le dire, de l'un des règnes les plus divertissants de l'histoire de la promotion. L'UFC était si désespéré de voir Woodley lâcher son titre que Darren Till a été jeté en pâture au champion alors qu'il n'était absolument pas prêt pour un combat de ce calibre. Dana n'a jamais manqué une occasion de dire ce qu'il pensait de Woodley et il est même allé jusqu'à déclarer publiquement qu'il pensait que Stephen Thompson l'avait battu lors de l'UFC 209. Et même si je suis plutôt d'accord avec cette affirmation, on a connu mieux comme façon de mettre en avant l'un des champions de sa propre promotion. Bref, Tyron Woodley s'est fait manquer de respect tout au long de sa carrière et autant dire qu'on a dû sourire jaune dans les locaux de l'UFC lorsque Jake Paul l'a mis KO sèchement. Numéro 8, Gerald Meerschaert. Vous savez ce qui doit bien aider lorsqu'on prépare un combat, savoir que l'UFC a déjà programmé son adversaire pour un autre combat plus tard car tout le monde est certain que vous êtes sur le point de vous prendre une branlée. C'est exactement ce qui est arrivé à Gerald Meerschaert en 2020. GM3 est alors programmé contre l'étoile montante Khamzat Chimaev et même si l'aura du Tchétchène s'est un peu amoindrie de nos jours, à l'époque, c'était une véritable sensation. Tout le monde parlait de lui et il était terrifiant. KO après KO, il avait battu le record de temps entre 2 victoires à l'UFC en seulement 10 jours et pour le maintenir actif, la promotion l'a donc programmé contre Gerald Meerschaert, un vétéran solide qui fait toujours office de test sérieux pour les étoiles montantes. Mais il faut être honnête, absolument personne ne pensait qu'il serait capable de résister à Chimaev et c'est probablement ce qu'on a dû se dire du côté de l'UFC parce que alors que ce combat n'avait même pas encore eu lieu, Dana White a annoncé que le prochain combat de Chimaev contre Demian Maia aurait lieu 1 mois après celui-ci. Une annonce qui a été évidemment très mal reçue par Gerald qui y a vu un signe clair que la promotion le voyait déjà perdant. Encore une fois, on était tous un peu du même avis que l'UFC, mais difficile de ne pas considérer cela comme un manque énorme de respect. Gerald a reçu des excuses et un KO en 17 secondes pour la bonne mesure. Numéro 7, Francis Ngannou. Cette entrée est un peu moins frustrante maintenant qu'on sait que Francis a fini par gagner son bras de fer contre l'UFC. Mais la fin de contrat du Camerounais avec la promotion n'a pas exactement mis dans une bonne lumière les agissements de Dana White. Alors que Francis vient de remporter sa ceinture de champion du monde, les relations entre l'UFC et lui se complexifient immédiatement. La promotion veut qu'il défende son titre à Houston à l'occasion de l'UFC 265, mais Ngannou a besoin d'1 mois supplémentaire. Au lieu d'accepter ce délai et de mettre sur pied un combat différent pour l'UFC 265, la promotion décide de créer une ceinture intérimaire complètement inutile
inutile qui finira par être remporté par notre français Cyril Gane. Et évidemment, cette ceinture n'avait pas lieu d'être et elle n'était qu'un manque de respect envers Francis qui aurait très mal vécu ce moment. Cet incident a définitivement brisé les bons rapports entre ce dernier et l'UFC et cela a entamé un brin de fer intense sous fond de droit des combattants qui a abouti à la libération de contrat de Francis et à ses combats de boxe anglaise. Un des rares exemples donc de cette liste de fin positive pour l'un des combattants. Numéro 6, Amanda Nunes. Lorsque Tyron Woodley était champion, l'un des problèmes qu'il a eu avec la promotion est à quel point il semblait que l'axe marketing de ses combats était tourné vers la volonté de le voir perdre. C'est une situation qui apparaît assez souvent, mais dans l'histoire de l'UFC, cela n'a probablement jamais été autant le cas que lors de l'UFC 207. Le 30 décembre 2016 marquait le retour de Ronda Rousey après sa défaite contre Holly Holm, et pour le coup, on ne pouvait pas y échapper. Le poster officiel de la soirée indique qu'elle est de retour, la promotion de l'événement est entièrement axée sur elle, et pendant qu'elle fait le tour des plateaux et multiplie les apparitions marketing, on s'est tous un peu demandé si l'UFC n'avait pas oublié qui était sa vraie championne du monde. Amanda Nunes a été relayée au second plan de sa propre défense de titre et pendant que le monde entier avait les yeux rivés sur ce combat, l'UFC a perdu l'opportunité de mettre en avant celle qui deviendra la plus grande combattante de tous les temps. Surtout, il était assez clair que la promotion avait très envie que Ronda gagne ce combat, donc lorsque Amanda l'a mise KO en moins d'1 minute, on a dû regretter de ne pas avoir axé un peu plus la promotion sur elle. Au lieu de créer une nouvelle star, l'UFC en a perdu une et la relation entre Dana White et Amanda a été complexe pendant quelques temps. Certains diraient que le patron de l'UFC avait probablement de bonnes raisons, mais on le connaît un petit peu mieux que ça maintenant. Avec le temps, la relation entre la brésilienne et la promotion s'est assainie, mais avec tout le respect que nous avons pour tous ses accomplissements, elle n'est jamais vraiment devenue la star médiatique qu'elle aurait pu être, et tout est un peu parti de l'UFC 207. Numéro 5, Thomas Spinal. Quand on a un enfant préféré, il vaut mieux ne pas trop le crier sur tous les toits parce que ça peut laisser une mauvaise impression aux autres. Au milieu de son 37e épisode hebdomadaire de défense de Jon Jones, Dana White a laissé échapper une petite bombe en conférence de presse il y a quelques semaines lorsqu'il a dit de Thomas Spinal, et je cite, qu'il ne méritait rien après que soit évoqué un combat potentiel entre Jon Jones et lui. Pour rappel, Thomas Spinal est l'actuel champion intérimaire des poids lourds de la promotion qui, non content de défendre sa ceinture, ce qui n'est déjà pas très coutumier, est en plus vastement considéré comme le champion légitime par les fans. Il n'a jamais refusé de combattre, il a affronté tous ceux que l'UFC lui a envoyés et il l'a même parfois fait en short notice. Dire qu'il ne mérite rien juste pour défendre sa position sur Jon Jones est un manque de respect abyssal de la part de Dana, surtout quand on sait qu'il ne reste probablement qu'un seul combat ou deux à Jon et que Tom va probablement porter la division des poids lourds sur son dos pendant quelques temps. Le mettre plus bas que terre n'est pas exactement une bonne façon de mettre en avant ce qui est probablement le futur de sa promotion et c'est surtout très irrespectueux quand Tom n'a fait que se battre pour une opportunité qu'il a méritée d'ailleurs. Numéro 4, Jon Jones. Jon n'a pas toujours été l'enfant prodige de l'UFC. D'ailleurs, sa relation avec Dana White mériterait presque une vidéo en elle-même car la route a été très sinueuse entre les deux hommes. Il faut dire que Jon a eu son lot de démêlés avec la justice, ce qui complique nécessairement les affaires du patron de l'UFC. Mais les deux hommes sont en excellents termes actuellement, un petit peu trop excellents d'ailleurs si on me demande mon avis. Beaucoup de critiques qu'a reçu Jon tout au long de sa carrière ont été très légitimes du fait de ses activités extrasportives, mais ce n'est pas de cela qu'on va parler ici. L'UFC 151 devait voir s'affronter Dan Anderson et Jon Jones dans un combat d'exception pour la ceinture des lourds légers. Quelques jours avant l'événement, Dan se blesse au genou et il doit être retiré de la carte. En panique, l'UFC dépêche Chael Sonnen pour affronter Jon. Chael était un poids moyen qui n'avait que quelques jours pour se préparer à affronter le meilleur combattant du monde, donc autant dire que tout le monde pensait que Jon accepterait ce nouveau combat. Lorsque Bones a refusé d'affronter le gangster de l'Oregon, il y a eu de l'incompréhension chez les fans et beaucoup de colère chez Dana White. Ce dernier a tout simplement annulé l'événement et il a remis l'intégralité de la faute sur Jon. Il a oublié la blessure d'Endo ou la qualité atroce de la carte originale pour se concentrer uniquement sur son champion. Placé en bouc émissaire, Jon n'a pas apprécié le traitement de la promotion, encore moins quand le président de l'UFC a suggéré qu'il avait retiré un jour de paye au reste de tous les athlètes présents sur l'événement. Une situation insupportable qui a bien sûr laissé un goût amer dans la bouche de Jon, qui aurait mis plusieurs années à pardonner à Dana. Numéro 3, José Aldo. Parfois, ce n'est pas tant la nature de l'irrespect qui compte, mais le nombre de personnes qui en sont témoins. En 2015, José Aldo est essentiellement tout ce que la division des poids plumes de l'UFC a connu. Le Brésilien est champion depuis l'ouverture de la catégorie et il a battu absolument tout le monde pendant son illustre règne. C'est à ce moment-là qu'il entre en collision avec la force la plus disruptive de l'histoire de l'UFC, Conor McGregor. L'Irlandais est en feu, il déchaîne les passions et rameute une audience d'un niveau que l'on n'avait jamais vu auparavant. Après une victoire contre Dennis Siver, l'UFC le projette dans un combat pour la ceinture. Il saute quelques étapes, mais Conor est Conor et José a besoin d'un adversaire frais. Pour la mise en avant de l'UFC 189, la promotion met les petits plats dans les grands. José Aldo contre Conor donne vraiment le sentiment qu'il va être un choc titanesque entre deux monstres du MMA, ce qui est d'ailleurs un niveau d'effort marketing que l'UFC ne fait pas souvent. Mais quelques jours avant le combat, Aldo doit se retirer à cause d'une blessure aux côtes. Et évidemment, cette situation agace particulièrement Dana White, qui doit lui trouver un remplacement de dernière minute. En conférence de presse et avec les yeux du monde rivés sur lui, il dit que José Aldo a un bleu et que c'est le 5e combat de titre duquel il se retire. Il n'en a pas fallu plus pour
emballé les foules, le narratif de ce combat est devenu celui d'une tentative de fuite par José, un narratif que Conor a lui-même bien nourri évidemment. Il a fallu que le Brésilien publie les photos de ses radios pour tenter d'apaiser la meute, mais ça n'a évidemment pas suffi. Il perdra sa ceinture quelques mois plus tard d'une façon brutale qui n'a pas éteint les critiques. Numéro 2, Cris Cyborg. Difficile de savoir où commencer avec Cris Cyborg. La relation entre la brésilienne et l'UFC était compliquée avant même qu'elle ne signe pour la promotion. En 2014 déjà, Dana faisait une remarque sur son apparence, la comparant à Wanderlei Silva en robe et en talons, ce qui est d'un mauvais goût extrême. Même lorsque Cyborg a été signé par l'UFC, les blagues ne se sont pas arrêtées et c'était une forme de respect énorme témoignée envers celle qui était à l'époque la plus grande combattante du sport. Évidemment, tout cela n'aide pas à construire une bonne relation. De plus, l'UFC n'a jamais vraiment marketé Cyborg. Elle n'était pas satisfaite du niveau de position que lui a fourni la promotion au début de son run pour la compagnie. Et pire encore, l'UFC a tenté à multiples reprises d'atteindre à sa réputation. L'irrespect a atteint son point culminant lorsque Dana répétait à qui voulait bien l'entendre que Cyborg ne voulait pas d'une revanche contre Amanda Nunes. Une déclaration que l'on sait fausse de nos jours, mais qui à l'époque a fait beaucoup de mal à la réputation de la brésilienne. Elle a publiquement indiqué l'année dernière qu'elle avait pardonné à White le traitement qu'elle avait reçu lors de son passage à l'UFC, et il semble que l'argent du Bellator et de ses combats de boxe anglaise auront permis à refermer quelques blessures. Numéro 1, Demetrious Johnson. Demetrious Johnson a défendu sa ceinture 11 fois de suite. Il est le plus grand poids mouche de tous les temps et il est dans la discussion du meilleur combattant de l'histoire du sport tout court. Mais à trop écouter Dana White, on pourrait presque croire que DJ est un combattant de la scène régionale un peu médiocre qui n'avait pas sa place dans la promotion. La relation entre Johnson et Dana a toujours été complexe. Demetrious a la particularité d'être un immense combattant, mais sans une personnalité suscitant l'intérêt de la foule. Surtout, sa domination écrasante sur le sport a quelque peu réduit l'intérêt de la division des poids mouches, ce qui ne plaisait pas du tout à Dana White, qui n'attendait qu'une bonne excuse pour fermer complètement cette catégorie. L'irrespect pour TJ a atteint son sommet lorsque Dana aurait menacé de fermer la division des poids mouches si Johnson n'acceptait pas d'affronter TJ Dillashaw. Une situation qui s'est envenimée lorsque Dana a laissé échapper publiquement qu'il refusait d'affronter Dillashaw, ce qui a apporté un coup supplémentaire à la réputation du champion. En réalité, Johnson voulait négocier un surplus financier, s'estimant lésé par ses situations contractuelles. Ce n'est évidemment pas le dernier épisode irrespectueux qui entoure cette relation. En novembre 2018, l'UFC a échangé Demetrious contre Ben Askren au One Championship. Askren avait pris sa retraite un an plus tôt et il était complètement inactif, mais l'UFC s'est dit qu'il valait mieux l'avoir lui qu'un combattant qui détenait la moitié des records de longévité de la promotion. L'histoire leur a un peu donné raison, mais c'était une façon terrible de traiter une telle légende. Voilà pour la vidéo, il y a énormément de combattants auxquels l'UFC a manqué de respect ces derniers temps, n'hésitez pas à me donner des exemples supplémentaires dans les commentaires. En tout cas, on se reparle une prochaine fois, salut tout le monde, prenez soin de vous.